Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis honoré de pouvoir animer cette conférence. Je vais prendre quelques minutes très rapidement, vraiment promis, on n'est pas là pour moi, mais pour vous expliquer pourquoi je suis honoré d'être là. Je m'appelle Victor Linder, je suis le cofondateur de Behind the Skills. Behind the Skills, c'est une entreprise qui a 1 an et demi, qui compte 10 collaborateurs, mais surtout qui a 2 activités, un média et un studio. Le média, c'est la vitrine de BTS. On partage des vidéos qui, dans l'idée, invitent des experts qui racontent un peu les recettes magiques de leur stratégie digitale. Donc déjà, ça colle un peu avec le sujet et l'intervenant. Et puis, on a une agence de création de contenu vidéo pour les entreprises B2B. Nous, un peu notre rêve inavoué depuis le début de Behind the Skills, c'est d'être très créatif sur nos contenus vidéo pour qu'un jour, peut-être, on parle d'une vidéo à la Behind the Skills, comme une référence. Et là, c'est marrant, je me retrouve à côté de Pierre et à un moment, on va parler de « je te fais un Lydia ». Expression devenue commune quand on veut ou pas rembourser un pote rapidement et simplement. Du coup, là, c'était la partie la plus chiante. Je vais laisser la parole à Pierre, que je vous présente. Pierre Boisa, VP Sales de Lydia. C'est un des premiers à avoir rejoint l'équipe de Lydia. Donc, il est clairement là pour nous raconter les dessous de cette licorne française. On a hâte, on a 45 minutes devant nous, ça va être énorme. Salut Pierre. Salut Victor, bonjour à tous. Sympa de répondre, ça, on adore. Proximité. Alors, les premiers rangs qui se lèveront peut-être à un moment. On va organiser ça au mieux. Moi, je vais être le maître du temps. On va commencer par vous raconter un peu la genèse de Lydia à travers le regard de Pierre. Donc, je disais, premier talent à avoir rejoint Lydia. On est en juin 2013, s'il vous plaît. On a envie de savoir, Pierre, comment s'est produite la rencontre avec Cyril Chiche et Antoine Porte, qui sont les cofondateurs de Lydia. Écoute, ça va marcher. Allô, ça marche. Ok, son. Je vais continuer à parler un peu plus fort, pour que vous puissiez m'entendre le temps que ça revienne. La rencontre, elle s'est faite d'une façon tout à fait classique. J'ai pas la belle histoire à raconter. Je suis un ami d'amis d'Antoine, qui est l'un des 2 cofondateurs. Cet ami en question, Roman, m'appelle un jour en me disant écoute, Antoine va lancer son aventure, tu devrais les rencontrer, tu devrais rencontrer Cyril avec qui il lance le projet. Et donc la rencontre s'est faite comme ça, d'une façon très simple. On se retrouve un jour, donc je rencontre évidemment plutôt Cyril, et contact immédiat, hyper concluant. On s'entend extrêmement bien dès les premiers échanges, on est parfaitement alignés. Et voilà, j'étais en poste dans un environnement évidemment pas aussi stimulant, donc j'ai dit go quasiment tout de suite. Ok, super, très clair. Du coup, on a forcément envie de te demander par quoi vous avez commencé pour tester votre marché. Vous êtes quelques-uns. Tu te souviens de quoi, les premières choses que vous avez testées ? Les premières choses qu'on teste quand on a une vision à 6 mois et qu'on a besoin de traction au début, comme après toutes les boîtes qui se lancent, on a besoin de prouver qu'on a identifié le bon marché, mais sauf que nous, le marché, on ne l'avait pas. Donc il a fallu s'orienter vers les personnes qui nous paraissaient être les plus technophiles, les plus réceptives à l'idée de télécharger une application, d'enregistrer une carte bancaire, parce qu'il faut se souvenir d'une chose, mais 2013, c'est l'iPhone 4 ou 4S, on n'a pas beaucoup de place sur les téléphones, il faut effacer des photos ou des MP3, pour ceux qui savent ce que c'est, avant d'installer une appli. Et donc on était confronté à ces problématiques-là, et donc on s'est orienté dans des environnements pour essayer. On a essayé les professions libérales qui ne prenaient pas la carte bancaire à l'origine, où on s'est dit, tiens, on va voir si elles peuvent accepter le moyen de paiement Lydia pour prendre une carte bancaire et du coup faire installer l'application au client qui va donc payer comme ça. Les professions libérales au sens large du terme. On n'avait pas du tout les étudiants en ligne de mire, je t'en parlerai un peu après si tu veux. Mais on s'est orienté vers les small and medium businesses, donc vraiment professions libérales, taxi, gîte, toutes les personnes qui auraient un besoin d'encaisser la carte sans avoir forcément recours au TPE physique. Okay.
Très intéressant, et tu l'as dit, on va parler de la cible étudiante juste après. Avant, j'aimerais te demander à ce moment-là, très concrètement, tes premières missions. Toi, tu te souviens un peu ce que tu faisais au quotidien? Ouais, ben les premières missions, c'est explorer les pistes identifiées et aller chercher du professionnel, aller chercher de l'inscription, aller chercher de la transaction. Donc aller chercher de l'inscription, c'est s'assurer que la fédération des ostéopathes qu'on a contactée puisse nous aider à enrôler quelques ostéopathes, la fédération des taxis qui va peut-être nous aider à ce que quelques dizaines ou centaines de taxis installent l'application. On a de bonnes anecdotes à ce sujet, je te raconterai. On a identifié, si tu veux, des relais, parce qu'au début, on se disait, bon, on va avoir quand même du mal à aller voir un par un ces personnes-là, même si au début, il faut aller chercher les premières transactions et les premiers marchands qui utilisent l'application. Et dans le même temps, il faut acquérir les nouveaux utilisateurs. Donc c'est un peu la boucle est bouclée. Il faut que le restaurateur qu'on aille voir à Paris, qui prend le moyen de paiement Lydia, dise à son client j'accepte Lydia ici, tu devrais l'essayer si tu ne le connais pas. Et puis bien sûr que les utilisateurs qui ont déjà Lydia viennent payer dans ces environnements. Ouais, le sujet des ambassadeurs qui est un sacré sujet pour vous. Et on le rappelle à un moment où tu parles d'une innovation. Quand tu leur en parles, tu dois leur faire comprendre Lydia, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Ouais, effectivement, on explique, pareil, si on retourne en 2013, mettre une carte bancaire dans une application, c'est pas forcément monnaie courante. Uber n'est pas là, on a un bout de chauffeur privé qui commence à arriver et ils ont eu la même difficulté, c'est-à-dire enregistrer ta carte, la laisser dedans, même si nous on fait autre chose à l'issue de l'enregistrement. Eux, ils avaient aussi cette problématique-là. Et toutes ces applis-là n'existent pas, donc il faut évangéliser, il faut faire preuve de pédagogie, et il y a autant dans le discours le descriptif du produit que le fait de réassurer techniquement à l'utilisateur que ces données bancaires seront conservées, pas utilisées à mauvais escient naturellement, mais surtout avec, il y a toujours un risque, mais extrêmement faible, qu'il se passe quelque chose, etc. Donc c'était le gros challenge de mêler ces deux discours-là, alors que quand tu es personne et que tu n'as pas d'utilisateur ni d'un côté ni de l'autre, bah, il faut y aller comme ça, il faut être convaincant, il ne faut rien lâcher, jusqu'à ce que tu vois qu'il lance son téléphone, qu'il déverrouille, qu'il télécharge l'appli et qu'il se crée un compte, quoi. Yes. Ok, donc premier tremplin, l'adhésion auprès d'une cible étudiante, surtout les associations, il me semble. Tu peux nous raconter un peu ça? Ouais, l'association étudiante, enfin l'environnement étudiant dans sa globalité, c'est quelque chose qui était pas au programme. C'est vraiment pas du tout au programme. On va pas dire qu'on a identifié ce marché-là et que c'était le bon dès le départ. On a eu un compte qui s'est inscrit à Lyon, en plus c'était un BDE lyonnais qui s'appelait le BDE Epitech Lyon. Et ce BDE-là a créé un compte et un matin, puisque on était 4 chez Lydia, donc je regardais les matins si par hasard il y avait l'inscription d'un nouveau marchand, comme on les appelait dans un environnement. Et il se trouve que ce BDE qui est de Lyon s'est inscrit, je l'appelle et je lui dis, parce qu'évidemment, j'ai pas, encore une fois, on découvre, hein, donc quelle pourrait être la problématique d'une association étudiante à cette époque-là qui télécharge l'application pour accepter le moyen de paiement Lydia et puis évidemment faire installer l'appli aux étudiants. Et la personne qui décroche me dit, qui est un trésorier ou un président de BDE, me dit non, bon, nous on trouve ça génial, la carte bancaire on peut pas la prendre parce qu'on va pas aller voir la banque pour prendre un gros TPE physique, c'est pas très dans l'air du temps, ça coûte cher. Et puis on se fait voler la caisse avec les espèces dedans, les chèques, on n'a vraiment pas envie d'aller les déposer, c'est un peu, pour eux, c'était déjà de l'histoire ancienne. Il se trouve qu'ils sont encore un peu là, ces chèques, mais on continue à penser que c'est un peu de l'histoire ancienne. Mais quoi qu'il en soit, ils nous disent aujourd'hui, c'est le système parfait, les étudiants n'ont que leur téléphone. Et là, ça fait tilt. Les étudiants n'ont que leur téléphone. Quand ils se déplacent dans le campus, ils n'ont que leur téléphone. Ils sont en environnement fermé, ils n'ont pas leur portefeuille pour aller chercher un sandwich ou une canette. Et là, on s'est dit, OK, faut y aller. Décembre 2013. Décembre 2013, donc j'allais te parler du qu'est-ce que ça a changé pour Lydia, c'est vraiment réaliser en fait la place du smartphone dans cette génération qui arrive. Ouais, on se doutait évidemment que la jeunesse était quand même plus enclinte à utiliser Lydia que ma grand-mère par exemple, mais c'était pas évident d'aller adresser une cible. D'abord, est-ce qu'ils étaient prêts à payer pour des commissions sur les transactions? Est-ce qu'ils étaient prêts à faire installer à leurs utilisateurs, à leurs étudiants une application? Parce qu'on s'appuie sur les associations, on n'est pas sur place nous, hein. Donc c'est quand même un relais, l'association étudiante. Est-ce qu'ils étaient prêts à faire ce petit travail? Et en fait, on a résolu un problème chez eux. Donc à partir du moment où tu résous un problème véritable qui se pose depuis longtemps et qui
personne ou peu de personnes ont trouvé la solution à ce moment-là, oui, ils ont plutôt envie de le faire et on y met un peu de nous-mêmes pour que le produit soit sexy, corresponde à leurs attentes. On fait évoluer le produit grâce à eux parce qu'évidemment, les premiers retours nous aident beaucoup. Et puis, on a aussi naturellement découvert que des associations étudiantes, des associations qui se passent le flambeau d'année en année, sont aussi des associations qui rayonnent auprès des étudiants qui arrivent eux aussi chaque année. Et donc, en fait, la boucle est bouclée en permanence. Tu as besoin d'être là naturellement pour animer le partenariat, mais naturellement, quand d'année en année les choses se passent bien, les étudiants qui arrivent en septembre à chaque fois ou en janvier, naturellement se disent, bon, sur ce campus, c'est comme ça que ça marche. Bon, tu installes l'appli et tu ne poses pas trop de questions. Super intéressant, merci Pierre. Du coup, à ce moment-là, comment évolue ton quotidien? C'est-à-dire que les professions libérales, les taxis, tu leur parles encore ou... Ouais, on continue avec eux. On continue à penser que si les associations étudiantes sont contentes de prendre la carte bancaire et de faire installer l'appli à leurs clients, il n'y a pas de raison qu'un ostéopathe qui ne prend pas la carte, il n'y a pas de raison qu'un client qui ne peut pas payer par carte, alors que ça reste quand même en 2013, quand même une tendance forte, il n'y a pas de raison qu'il n'y aille pas. Mais on se heurte à des difficultés, j'allais dire, structurelles chez certaines professions qui... parfois ne trouvent pas un intérêt massif à l'usage d'un TPE ou d'une application comme Lydia, parce qu'on a toujours des solutions. Mes clients savent que je ne prends pas la carte, donc ils viennent avec de l'espèce, j'accepte l'échec quoi qu'il en soit. Donc ils ne veulent pas répondre à quelque chose qui est dans leur environnement du quotidien, et eux-mêmes, un ostéopathe qui va au cinéma et le cinéma lui prend pas sa carte bancaire, je pense qu'il se dira, tu vois, il sera un peu tendu, je ne sais pas s'il aura son chéquier avec lui. donc voilà, ils étaient à la base plutôt réfractaires. On a eu aussi les taxis. Alors les taxis, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si on peut parler de ça publiquement, mais il arrive que voilà, il y a quand même des chauffeurs de taxi qui prennent pas la carte pour d'autres raisons, et on s'est heurté là plutôt à un contexte de je ne veux pas payer les frais et je préfère prendre du cash. Donc c'était une difficulté à contourner. On s'est quand même rendu compte que ça allait pas nous amener les chiffres attendus en termes de croissance. Malgré des efforts considérables, on est allé à la base arrière de Roissy, qui s'appelle Guantanamo, pour ceux qui ont entendu ce petit sobriquet. On a coupé une clôture pour rentrer, parce que c'est surveillé, on n'a pas le droit d'y aller. Si t'es pas taxi, tu rentres pas. On a coupé une clôture, on s'est faufilé en plein mois d'août 2014 et 2013, pardon, août 2013, et voilà, on va toquer aux fenêtres des milliers de lignes de taxis qui attendent leur tour pour aller prendre leurs courses à Roissy. On n'a pas besoin de toquer à la fenêtre au mois d'août, mais en tout cas, on essaye de leur parler et on leur dit, flyer à la main, tu connais Lydia, il y a des milliers d'utilisateurs qui utilisent cette appli, tu n'as pas besoin d'aller voir ton banquier pour prendre la carte bancaire, tu vas voir, c'est génial. Voilà, ces petites choses-là, pour te donner un overview du truc, c'est les éléments qu'on a essayé pour trouver notre marché et puis créer la traction nécessaire à une belle croissance. On parlera de storytelling, quoi, des milliers d'utilisateurs, c'est le jeu, hein, la persévérance. Et merci de partager ça, c'est ultra transparent et c'est ce que tout le monde recherche ici, j'imagine. Avant de reparler un peu des campus, on a un peu de temps, pour savoir aujourd'hui ces fameux ostéopathes, ces taxis. Lydia, on en est où? Lydia, on en est où en mai, je fais 2022. Un peu, je me permets, on a 3 minutes sur cette partie-là, ouais. On a envie de savoir, j'ai peur qu'on n'y revienne pas. Ok, Lydia en mai 2022, c'est 6 millions d'utilisateurs, c'est une application qui a bien évolué depuis le jour où on a été connu pour échanger de l'argent entre particuliers. On est une application qui te permet, j'espère que tu en es l'heureux utilisateur, d'avoir un compte courant, d'avoir des comptes joints, d'avoir des cartes bancaires physiques, virtuelles. T'as tout? Super. Tu me montreras tout à l'heure. Je peux le prouver, Tu peux me faire un Lydia d'ailleurs, c'est mon défi de la conférence. Avec plaisir. Le mien, c'est que tu sois vraiment possesseur d'un compte courant. Je vais vérifier. Non, les comptes courants, l'intégralité des services qui sont autour de ce compte courant. Donc, il faut s'imaginer qu'on ne veut pas coller à l'état d'esprit traditionnel d'une banque, mais plutôt y mettre la pointe d'innovation qu'on a mise depuis 9 ans, c'est-à-dire les comptes courants, les prêts express quand il y a besoin, les produits d'épargne éventuels, les cagnottes pour celles et ceux qui ont connu et connaissent notre outil de cagnotte en ligne, qui est intégré à l'application maintenant. On veut faire en sorte que vous ayez un rapport à l'argent qui soit un rapport proche, humain, naturel, que vous utilisiez l'application comme aujourd'hui, sans même réfléchir à ce que vous allez faire derrière. On en parlera peut-être après, mais voilà, c'est tout le sens du virage qu'on a amorcé il y a quelques années.
Ouais, merci, je me suis auto-spoilé du coup, bien joué. Je reviens juste avant de passer à cette partie, hein, le passage à l'échelle, super intéressant. À ce moment-là, là, décembre 2013, les campus, tu te dis, tu as l'air de dire limite, bon, ben, des étudiants arrivent, la boucle est bouclée, mais concrètement, comment tu travailles avec eux? Comment tu fais en sorte de générer cette traction? Alors, on a, pour une partie d'entre nous, tous, enfin, une bonne partie étaient étudiants, et donc on oublie quand même comment fonctionne l'environnement étudiant quand on l'a quitté depuis un certain temps, même si il y a 9 ans, ça fait pas longtemps que j'étais étudiant, mais on se rend compte qu'en fait, les étudiants sont en coloc ensemble, ils font les courses ensemble, ils boivent des coups ensemble, et donc il y a naturellement un échange qui est aussi viral que l'échange d'argent que tu peux avoir quand tu as une pièce de 2 euros que tu donnes pour un café et qui va finir dans la poche d'un autre le soir, etc. On se rend compte donc en fait qu'il n'y a pas que l'environnement étudiant, il y a un écosystème étudiant autour de ça, notamment à travers l'exemple que je viens de te donner et d'autres, qui font que la recherche de la transaction et donc des premiers échanges d'argent se font aussi en dehors du campus. Donc c'est l'élément principal sur lequel on travaille, c'est à cette époque-là récupérer un maximum de retours terrain, impérativement. Se structurer évidemment, mais on est à une étape où on a quelques centaines, quelques milliers d'utilisateurs. C'est évidemment un bon début, mais c'est pas là où on veut aller. Donc il faut continuer, et pour cela, il faut s'assurer que le produit qu'on fait est un produit qui répond précisément à une cible qu'on a découverte encore une fois par hasard quelques mois avant. Donc voilà, on travaille ce sujet et on est très présent, on se structure, on recrute bien sûr, mais on est très présent pour s'assurer qu'on a un bon service client, on en parlera peut-être un peu après, et puis le bon produit par rapport à une cible jeune. Ok, l'importance de co-construire son produit. Merci pour ce partage. On passe partie 2, on est pile dans le timing, je le dis pour l'équipe d'Hachette qui doit être très contente. Changer d'échelle. On y est. Quand on a préparé la conférence, alors attention sur les chiffres, hein, on va dire environ, mais il me semble qu'il vous a fallu 4 ans pour atteindre le chiffre symbolique d'1 million d'utilisateurs. Ok, jusque-là on est bon. Aujourd'hui, Lydia, c'est environ 1,5 million d'utilisateurs par an, de nouveaux utilisateurs par an. Ouais, à peu près 120-130 000 nouveaux utilisateurs par mois. Les calculs sont à peu près bons. Ouais, je me demande, ouais, c'est ça. Sans doute. Super. Du coup, par quelles étapes, question pas facile, par quelles étapes vous êtes passé pour y arriver selon toi? Écoute, l'environnement étudiant nous a encore une fois beaucoup aidé par rapport au renouvellement quasi naturel et à la réponse précise d'un besoin qu'on adresse parfaitement, quasiment parfaitement à cette époque-là. On y est arrivé ensuite parce que on a, je pense, un état d'esprit chez Lydia, j'allais dire au début dans cette période dont tu parles, mais également maintenant, puisque c'est un peu un élément principal de nos recrutements, c'est un état d'esprit clairement fonceur, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'honnêteté quand on parle aux gens autour de nous. On veut s'assurer que les personnes comprennent pourquoi on fait ça et pas juste on fait des installations. Et on arrive à développer un écosystème, un noyau qui est du coup aussi investi que nous, qui sont parmi les premiers utilisateurs, parmi aussi les premiers power users, ceux qui utilisent beaucoup nos fonctionnalités, notre application. On se rend compte à ce moment-là qu'ils vont largement nous aider à développer aussi un bout de notoriété. Il faut commencer à le faire, il faut commencer à ce qu'on entende parler de nous. Donc on s'étend sur des environnements aussi assez classiques. On fait le salon du e-commerce à Paris en 2015 parce qu'on a un module en ligne sur les plateformes Shopify, WooCommerce, etc. Qui permet à des sites internet d'accepter le moyen de paiement. Donc on s'étale de ce côté-là. Ils sont aussi vachement responsables potentiellement d'un affichage, hein, puisque quand tu vois le bouton de paiement, tu penses Lydia, on t'en a parlé avant. Il y a un autre élément pareil qu'on n'avait pas du tout identifié, qu'on découvre. C'est que l'utilisateur Lydia est lui-même prescripteur assez naturellement, pour 2 raisons. D'abord, naturellement, parce que l'échange d'argent fait que si je te fais 1 euro aujourd'hui, ou si je fais j'envoie 1 euro à quelqu'un de la salle et qu'il n'a pas l'application, il peut retirer l'argent sans l'appli. On le permet, on n'a jamais verrouillé les gens. Encore maintenant, si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas Lydia, il ne doit pas y en avoir beaucoup, tu peux naturellement lui dire, tu peux retirer l'argent sur ton compte sans Lydia, mais au fur et à mesure du temps, 1 Lydia, 2 Lydia, 3 Lydia, tu comprends qu'il faut installer l'appli, que c'est un peu rébarbatif de saisir son RIB à chaque fois. Et donc, tu reçois sur ton wallet et c'est beaucoup plus logique. Ça, c'est le premier élément de cette jeunesse très prescriptive. Et puis le deuxième, c'est qu'en fait, on se rend compte que les jeunes étudiants parlent à leurs parents. Et leurs parents, qui sont normalement un peu plus âgés,
la quarantaine, 45, 50, qui n'ont pas forcément découvert ça dans l'environnement qu'on visait au début, sont des personnes qui vont commencer à s'y intéresser pour des raisons quotidiennes. À cette époque, et maintenant aussi, quand tu donnes de l'argent de poche, tu peux le faire de différentes façons, mais l'étudiant qui utilise 3 fois par jour à la cafétéria de son campus et éventuellement dans sa chambre en coloc, Lydia, il y a très grande chance qu'il dise à son père ou à sa mère installe Lydia, fais-moi à distance. À la réponse non, désolé, j'ai pas 50 €, j'ai pas 20 €, installe l'appli, fais-moi un Lydia. Alors à l'époque, on disait pas encore fais-moi un Lydia, mais en tout cas, c'était comme ça que ça se passait. Donc ça a beaucoup contribué d'une façon tout à fait indirecte et donc assez sincère, assez naturelle, à faire connaître cette solution dans un environnement, encore une fois, bien sûr, on visait tout le monde, mais c'était pas évident d'aller toucher cette cible-là, qui a ses habitudes, ses comptes bancaires, qui fait moins de cagnottes, moins de VG ou de VJF avec Lydia que les personnes un peu plus jeunes. Ok. On peut faire un petit sondage d'ailleurs ici qui a déjà utilisé Lydia. Merci, je suis très touché. Wow, tu penses que c'est sympa? Une bonne majorité. J'ai hésité, c'est risqué, mais bon, tu me diras, j'ai vu les chiffres, je me suis dit on peut y aller tranquille, ouais, t'as bien fait. Statistiquement. Ok, tu nous as pas mal parlé des tendances sociétales, du coup, on voulait aussi parler des tendances technologiques dont on peut parler, mais on peut peut-être remettre un mot là-dessus. Ouais, alors technologiquement, si on fait une rapide évolution, on a en 2013 le sans contact, au sens où on le connaît tous maintenant, n'existe pas. La carte bancaire avec le petit logo où tu peux juste la poser et pouvoir payer n'existait pas. Nous, on a intégré en 2013 immédiatement quelque chose qu'on a vu ailleurs, qui existait déjà, qui est le QR code, qui n'était pas utilisé en France. Le QR code 2013, je pense qu'on le connaît, mais t'as pas l'usage, ça s'est pas développé. À l'époque, sous iPhone, t'as pas la reconnaissance du QR code, c'était que Android. C'était vraiment difficile, mais évidemment, nous, on pensait sans contact pour payer chez un pro en générant un QR code qui est scanné ensuite par la personne qui t'encaisse au BDE ou chez Franprix. On trouvait ça assez pertinent. Et puis, l'évolution techno a fait que 2016, 2015, 2016, j'ai pas exactement les chiffres, mais les premières cartes bancaires sans contact arrivent. Là, on se dit, bon, il y a c'est évidemment une techno hyper intéressante qui pourrait rendre le QR code dans sa forme actuelle chez Lydia, pas forcément la façon la plus évidente de payer, sortir le téléphone, taper le montant, générer le QR code. Et dans le même temps, les wallets, les XPay de l'époque arrivent aussi en même temps que les cartes bancaires qui le proposent. Donc Google Pay, Android Pay à l'époque et Apple Pay nous laissent penser qu'il faut qu'on se mette à tokeniser potentiellement la carte, donc à s'intégrer à ces moyens de paiement pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de sans contact du téléphone. Et dans le même temps, on se dit, ça fait quelques années qu'on travaille à aller chercher des marchands qui acceptent Lydia, donc on veut que toi, quand tu arrives chez Ninkasi, pour le côté lyonnais de terme, j'ai préparé. Bien joué. Et j'aime beaucoup le Ninkasi. Pour préparer ça, on se dit que pour anticiper l'avènement du sans contact, on se dit que naturellement, si on doit aller voir les équivalents Ninkasi partout en France, puis partout en Europe, c'est quand même un peu de travail pour s'intégrer dans les caisses, faire en sorte que ton moyen de paiement soit accepté. Et donc on se dit, faut lancer une carte. Il faut lancer une carte parce que la carte, c'est pas le dernier kilomètre, mais c'est vraiment la dernière étape avant que tu puisses dire que la France entière peut payer avec Lydia n'importe où dans le monde. Parce que ta carte bancaire dans Lydia est le relais de ton portefeuille, en fait. Donc il suffisait de le faire. Alors, on peut se dire qu'il suffisait d'y penser, mais c'est pas évident à l'époque. Tu as les Revolut, évidemment, qui sont là et qui commencent aussi, mais voilà, pas évident de se dire ça comme ça. Et on se dit, allez, c'est le relais, c'est le prochain relais. On continue avec les marchands. Il y a toujours un intérêt d'intégrer le moyen de paiement, mais voilà, c'est ce qu'on s'est dit sur le moment pour faire en sorte que tu puisses payer de partout. Ça me fait penser, question un peu off, mais on y va quand même, le lobby des banques. Est-ce que vous le ressentez à ce moment-là? Vous êtes accueillis, tu as un souvenir? Vous êtes bien accueillis? Ouais, alors il y a une compétition gentillette qui se crée. On est très différents. On a un mindset très différent. Ils ont des équipes très différentes des nôtres, tout à fait pertinentes, mais dans leur environnement. On a un environnement, nous, d'obsession du service client, d'obsession de la fonctionnalité parfaite, d'obsession du design, du parcours client. Dans l'environnement campus, on se heurte gentiment à la rentrée au stand. Je ne sais pas si vous avez connu ça en tant qu'étudiant, mais voilà, il y a les banques qui sont là à la rentrée pour faire souscrire les abonnements. Donc tu les rencontres à ce moment-là, tu vois déjà qu'on ne se ressemble pas. Il y a des choses qui sont différentes, mais il y a une pertinence assez saine d'avoir une concurrence, j'allais dire classique. Ça fait évoluer tout le monde.
Et puis les banques sont quand même pas tu vois, elles maintiennent un système qui était existant bien avant que ces personnes qu'on rencontre étaient là. Donc on ne voit pas directement la banque comme un problème, on voit plutôt l'espèce et le chèque comme une concurrence forte en tant que moyen de paiement. Donc voilà, on se bat pas avec les banques, puis accessoirement, les banques sont aussi notre relais, puisque quand tu veux ajouter ta carte bancaire BNP, Crédit Agricole dans ton appli, ça reste quand même une carte bancaire de la banque. On a des partenaires bancaires aussi chez nous, donc pas de raison de s'opposer frontalement. Voilà. Ils vont dans le même sens que nous, in fine. Très cool. Du coup, si on revient à cette croissance en interne, tu passes de tiens, je vais démarcher à droite à gauche à une croissance énorme. Comment vous avez soutenu ça? Quel souvenir tu as? Sur le plan des partenariats, on a vite compris qu'un business indirect devait nous aider à relayer l'acquisition marchand, la partie visibilité, partenariat, etc. Donc on s'appuie sur des acteurs traditionnels qui sont déjà là, les PSP, notre partenaire historique Payline qui processe nos transactions, pour aller le voir en disant est-ce que tu as d'autres marchands qui pourraient être intéressés par le moyen de paiement Lydia. On va voir les plateformes type CMS, Shopify ou Commerce, en leur disant tiens, on va publier un module qui sera accessible à des petits gros marchands qui utilisent cette plateforme et qui donc naturellement vont être exposés à l'image Lydia de cette façon-là. Donc on trouve ces relais. D'un point de vue externe, on fait quelques campagnes pour le kiff de visibilité dans le métro parisien notamment, les premières campagnes en 2015 je crois. Et puis après, on suit la tendance, c'est-à-dire en point de vue interne, il y a une structuration des équipes fortes. On recrute ce qu'il faut, on recrute pas à foison, on recrute pas de façon inutile ou pas réfléchie. On recrute les bonnes personnes qui sont dans le même mindset. On s'appuie d'ailleurs très souvent sur des personnes issues de l'environnement étudiant ou très proches parce qu'ils nous ont rencontrés à cette occasion, ils nous connaissent. Ils sont déjà fans de Lydia, ou en tout cas bons utilisateurs de Lydia. Donc on s'adresse à eux comme ça. Et puis ensuite, on recrute des profils qui aussi diffèrent de nous parce qu'on a besoin de se structurer, on a besoin de... la meilleure chance qui puisse être donnée à une boîte qui a la chance de pouvoir recruter parce que ça fonctionne, c'est de s'attirer les talents de personnes qui ont des parcours, par exemple, académiques différents, et puis un mindset, évidemment, qui colle à peu près, mais qui peut être très différent sur d'autres plans pour s'assurer qu'on se structure correctement. Voilà, on a des variations nettes entre les personnes qui nous rejoignent. On a un CEO qui s'appelle Victor qui a vachement structuré la boîte avec sa façon de voir les choses et c'était pas mieux, c'était pas moins bien, c'est la bonne façon de faire les choses au moment où on en a besoin avec le bon profil. Et ça dans tous les secteurs, côté finance, côté compliance, on a à chaque fois eu les bonnes personnes pour soutenir cette croissance. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé des fanatiques comme nous qui étaient hyper convaincus. Parce qu'en fait, ce qui compte au quotidien quand tu bosses dans une boîte et qu'il ne faut pas compter ses heures, parfois répondre à des urgences qui ne sont pas forcément des horaires de travail et parfois le week-end avec une vie à côté que tu dois maintenir, c'est qu'il faut forcément avoir des gens dédiés, impliqués au plus haut point dans le produit, dans la vision qu'on a, dans l'expérience client de A à Z. Trop cool, ouais. Diversité et passion quoi, sur le recrutement. Super intéressant. Tu peux nous parler aussi de c'est très concret, mais de quelques outils que vous utilisez en interne, quelques SaaS? Ouais, on utilise... quelqu'un connaît Slack? On utilise Slack, surprise. Autant que Lydia, apparemment. Ouais. On utilise Slack. Alors, pour répondre juste à la question d'avant, parce que ta question m'y fait penser, on se structure aussi sur des points qu'on ne pense pas forcément quand on est petit. En 2015, on est encore petit, on est 20. On passe tout à l'écrit. On se dit que les questions qui doivent être posées doivent être des questions posées à l'oral si nécessaire, mais en tout cas avec un compte-rendu écrit quelque part, pour stocker l'information, pour que l'évolution de la boîte se fasse basée sur ce qui a été dit à un moment donné, ce qui peut être évidemment réexploité beaucoup plus facilement. C'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'est l'anglais. On anticipe l'international et on se dit que si on ne se met pas à s'écrire en anglais, quand on va recruter des talents pour l'ouverture à l'international, mais aussi des talents qui peuvent être en France et qui parlent pas forcément bien le français, mais qu'on veut ces personnes-là, l'anglais reste quand même la référence naturelle.
Et donc voilà, c'était les 2 points pour finir, et j'y pense parce que sur Slack, évidemment, la politique, c'est... Vous échangez en anglais? Ouais, on échange en anglais. On fait, dès qu'il y a une personne qui n'est pas française dans une réunion quelconque, on parle tous en anglais. Et puis ça, c'est plus logique. Mais sur Slack, naturellement, on ne parle pas français. Donc voilà, les outils, c'est Slack, naturellement. C'est vraiment l'outil central. Alors, on n'enregistre pas tout. On enregistre beaucoup de choses sur Notion. Notion, il y a une logique, évidemment, de consultation ultérieure, beaucoup plus simplifiée, d'archivage. Et puis une présentation qui est vraiment assez incroyable. Voilà, Slack, Notion, on a tout un tas d'outils comme Atlassian, pour ceux qui connaissent, pour nos fameux Jira, remonter produits, remonter bugs, etc. Voilà, on en a une bonne cinquantaine. Donc, ouais, j'imagine, ouais. Si on attaque la liste, là, on va être hors timing et du coup, l'équipe d'achat ne sera pas contente. Du coup, tu peux nous parler, Lydia, B2C, B2B, on sait que vous êtes vraiment présent sur les deux, et il y a cette idée de le B2C a permis de développer le B2B qu'on voit peut-être un peu moins en tant qu'utilisateur, si tu peux nous parler de ça. Ouais. Quand on lance Lydia, on a le B2C et le B2B naturellement en ligne de mire. On sait qu'il nous faut des professionnels pour que les personnes qui viennent payer, pour que les personnes qui sont intéressées par un restaurant ou par un taxi, enfin, utilisent les services d'un restaurant ou d'un taxi, puissent installer l'appli et ça nous aide. Et évidemment, il faut que ceux-là ressentent qu'une communauté est derrière pour avoir envie d'installer l'appli, d'y consacrer du temps quand tu expliques aux gens, parce qu'au début il faut quand même expliquer ce qu'est Lydia. Il faut se rendre compte que quand tu es un restaurateur et que les personnes connaissent à peu près Lydia, elles l'ont installé il y a 10 jours, il faut quand même réexpliquer comment ça fonctionne. Donc on doit à ce moment-là travailler ces 2 axes en même temps. On se rend compte ensuite que l'axe B2B est naturellement un axe qui nécessite des relais indirects dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc toutes ces plateformes-là qui vont nous permettre de les intégrer et puis nous, de notre côté, faire le travail pour que l'application ressemble à une application que vous connaissez aujourd'hui avec d'autres services que l'échange d'argent entre particuliers. C'était par ça qu'on a été connu. Évidemment, il y a beaucoup d'usages de ce type-là, mais on y a associé tout un tas de fonctionnalités parce qu'on s'est dit, au quotidien des utilisateurs comme toi et moi et comme vous, il y a naturellement tout un tas d'autres services qu'on n'a pas encore adressés et qui vont naturellement venir aussi simplement que je te fais un Lydia. Donc le B2C est adressé comme ça, en y ajoutant ces fonctionnalités-là, avec l'obsession, encore une fois, du parcours utilisateur qui doit rester le plus simple possible. Et puis ensuite, des partenariats naturellement de visibilité. On s'appuie énormément sur l'environnement campus, sur des festivals, ce genre de choses, pour que la cible, qui est la cible la plus friande de ce genre de techno, soit convaincu de l'évolution de l'application, des nouvelles fonctionnalités, ne lâche pas en route, parce que tu peux avoir un usage en tant qu'étudiant de l'appli et puis tu peux passer sur normalement, le sens de l'histoire fait que tu quittes l'environnement étudiant, tu deviens jeune actif et peut-être un usage à ce moment-là un peu plus faible. Donc il faut s'assurer que les fonctionnalités qui suivent, premier emprunt, besoin d'épargne, ce genre de choses, soient là pour ces personnes-là qui évoluent. Et tu m'avais parlé aussi du fait que l'utilisateur Lydia peut aussi avoir dans sa famille quelqu'un qui a un poste qui fait qu'il va lui parler de Lydia d'une certaine façon. Ouais, en effet. On a eu des contrats de ce type-là, c'est-à-dire des personnes qui en interne parlent de Lydia à des personnes qui sont DRH, on dit people maintenant, mais c'est à l'époque on disait DRH d'une boîte. On a des personnes qui sont un peu dans le paiement, tu vois, qui sont un peu dans l'administratif et qui se disent tiens, je vais en parler en interne. Et on découvre tout un tas d'autres secteurs qu'on n'avait pas visés, les CE par exemple, qui se mettent à utiliser Lydia parce que leurs enfants ont parlé aux parents, les parents sont au CE de la boîte et se disent mais tiens, on pourrait payer les tickets restaurants, les sorties culturelles avec Lydia. Donc voilà, tout cet écosystème-là, effectivement, a participé. C'était aussi une question de timing. Faut dire que l'évolution techno, et encore une fois l'évolution des smartphones, et du réseau 4G, etc., fait que c'était aussi beaucoup plus rapide d'installer une appli, beaucoup plus simple. Et donc, l'attraction, enfin, la gêne qui aurait pu représenter l'installation de l'appli en masse comme ça, à cette époque-là, 2016-2017, a été grandement améliorée par la techno du moment. Super, merci pour ce partage, Pierre. On va rentrer dans la troisième partie qui m'intéresse particulièrement, en toute honnêteté, devenir une love brand. Et avec cette fameuse expression, je te fais un Lydia.
qui est clairement devenu monnaie courante aujourd'hui. C'est quand même un truc assez dingue, il faut le dire. Selon toi, comment vous avez réussi cet exploit? Écoute, tu peux boire toi aussi. C'est assez incroyable, j'aime beaucoup raconter cette histoire parce qu'on l'a vécu à quelques semaines d'intervalle entre Cyril et moi sur la façon tout à fait incroyable d'entendre cette expression qui n'a pas été décidée, qui a été une adoption assez naturelle, le langage courant qui prouve qu'on a vraiment touché le cœur de l'humain. Ils ont vraiment formulé comme ils faisaient un Lydia et ils ont trouvé cette expression eux-mêmes. Et à quelques semaines d'intervalle, on entend, je descends en bas de chez moi, je marche et j'entends, j'ai un groupe de trois filles devant moi que je m'apprête à dépasser. Et j'entends une qui dit non mais t'inquiète, t'as qu'à me faire un Lydia. J'entends ça, ça fait, je sais plus exactement, ça doit faire peut-être 4 ans que Lydia est lancée, je me souviens plus exactement du timing, mais on entend cette expression et une espèce d'émotion qui nous envahit et on se dit, tu sais, c'est un peu l'accomplissement de quelque chose. On est petit, puis de toute façon, je crois que l'accomplissement est jamais vraiment terminé, mais à cette étape-là, on se dit on trouve un épanouissement fort à entendre cette expression parce qu'on s'est battu pour ça. On était content de résoudre des problèmes que les gens pouvaient rencontrer et de leur faciliter leur quotidien. Et quelques semaines avant ou quelques semaines après, je me souviens pas, Cyril, sur un campus à Dauphine, à Paris, entend aussi une étudiante qui s'adresse à lui en disant, je me souviens plus exactement du début de la conversation, mais finit en disant non, mais nous, on se fait tous des Lydia ici. Et voilà, et pareil, ça s'est passé, c'était quelques semaines ou quelques mois, mais c'était vraiment même timing. Donc là, on jubile, on se dit, c'est assez fou que ça devienne un langage commun. À ce moment-là, et on parle d'ailleurs maintenant, enfin tout cet écosystème-là depuis 2013, c'est devenu quelque chose. On commence à dire que c'est la génération Lydia, donc c'est l'environnement qui a grandi depuis, on va dire, le début de leurs études jusqu'à leur vie d'actifs, seniors, on va dire, qui ont 4-5 ans d'expérience, donc qui étaient vraiment étudiants au début. C'est vraiment cette génération Lydia qui a grandi avec et qui a suivi l'évolution du produit et qui utilise maintenant l'éventail de ce qu'on propose, quoi. C'est assez, c'est une vraie fierté. Ouais, j'imagine, ça donne des frissons. Tu penses que ça passe par quoi? Par ce côté ambassadeur, vraiment, le fait qu'il y ait cette viralité de l'argent, tu l'expliques comment, toi? Ouais, la nature déjà virale de l'échange d'argent participe largement à cette expansion, bien sûr. Les technos, on en a parlé. Après, ce qui encourage aussi vachement, enfin beaucoup les gens à utiliser naturellement Lydia, c'est qu'ils ont au quotidien quasiment que leur téléphone. Un portefeuille avec tout ce qu'il y a dedans, dont tu te sers assez peu, la dématérialisation qui est en marche sur tout un tas d'autres sujets à cette époque-là, enfin à l'époque 2017-2018, les choses, tu commences à quand même avoir un écosystème, cette fois-ci dans ton smartphone, qui contient l'intégralité de ce dont tu as besoin pour la journée, à quelque chose près. On le voit aujourd'hui, je pense qu'on se faisait souvent la réflexion à l'époque de se dire tu ne rentres pas chez toi, tu es déjà dans le métro, tu es déjà dans le transport en commun, tu es déjà à vélo, tu as oublié ton portefeuille. Il y a assez peu de chances que tu rentres chez toi, que tu sois à 200 mètres, mais sinon tu fais pas demi-tour. Quelqu'un t'avancera, quelqu'un payera pour toi, tu n'as pas besoin de ta pièce d'identité normalement tous les jours, etc. En revanche, si tu oublies ton téléphone, il y a de très 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 grandes chances, quitte à arriver en retard, que tu fasses demi-tour pour aller te chercher. Parce que tu es dans le bon sens des choses, puis parfois aussi un peu dans le mauvais sens, mais tu es quand même relativement rattaché à cet outil. Et quand on voit ça sur tout un tas d'autres applications, on se rend compte qu'on a le potentiel chez Lydia d'offrir cette récurrence d'usage à travers maintenant ce qu'on appelle les super apps, donc tout un tas de choses qui n'est pas simplement l'échange d'argent, mais un écosystème financier, une super app financière qui te permet de piloter ta gestion de l'argent sans avoir besoin d'appeler un banquier, de te connecter éventuellement depuis un ordinateur ou d'envoyer des papiers par mail. Et il y a aussi ce sujet, en tant qu'utilisateur aguerri, ce sujet de l'expérience utilisateur. J'ai souvenir, c'est vraiment, sur Lydia, c'est agréable de faire un Lydia, de le recevoir. Tout a été bien travaillé là-dessus. Ouais, c'est le cœur de notre engagement, c'est le cœur de notre mindset permanent tous les jours. On a côté toute la boîte, mais côté produit, un focus extrêmement fort sur 2 sujets. Donc évidemment l'UX,
la façon dont tu vas arriver le plus vite possible à ce que tu cherches à faire à travers cette application. Et puis, si jamais tu rencontres un problème, parce qu'on n'est pas là pour dire que tout est parfait, mais en tout cas, si tu rencontres un problème, il faut que dans les quelques minutes, si tu es sur un chat, ou dans les quelques heures, si tu envoies un mail, il faut que ce problème disparaisse et ne soit plus un problème. À la façon d'un Amazon un chat qui te résout tes problèmes en 2 minutes 40. C'est une de nos obsessions parce qu'on sait aussi que face à ce qui pourrait devenir nos concurrents frontaux, les banques, c'est pas toujours évident pour eux, c'est pas hyper fluide. Et nous, on a une carte à jouer avec aussi une communauté qui nous en demande beaucoup. C'est-à-dire que quand tu fais les choses comme ça, d'une façon totalement investie, on est capable de sortir des releases d'applications parce qu'on se rend compte que la fonctionnalité n'était pas celle attendue, parce que les retours clients, quelques dizaines suffisent. Hein. On va rollback, ou en tout cas on va faire évoluer l'appli très vite parce que le chemin, on nous dit extérieurement, on a beau être convaincu, on nous dit que les gens qui utilisent Lydia ne sont pas convaincus par ça. Donc il faut bouger rapidement. Et on a encore cette agilité, on a encore cette souplesse, c'est aussi une des forces, c'est de ne pas entraver les différentes rectifications à apporter par des process trop lourds qui nous empêcheraient de répondre, encore une fois, aux clients sur un point de vue sincère et humain. C'est-à-dire on ne veut pas ressembler à un robot, on ne veut pas ressembler à des macros par mail, on en utilise naturellement, on a un flow évidemment qui le nécessite, mais on traite le plus souvent possible avec des réponses, avec des vrais humains qui rédigent les emails, qui creusent pour comprendre exactement ce qui se passe. Je vois que le temps passe, et qui s'assure que la réponse apportée est la bonne. Pas forcément celle qu'on veut entendre, pas forcément, tu vois, on veut pas décaler les choses, on veut pas repousser les choses, on met rien sous le tapis. Oui, effectivement, le compte a été bloqué. On pense que c'est une raison légitime, on va t'expliquer pourquoi, et puis tu peux nous joindre si tu as besoin, on en reparlera. Mais voilà. L'important, c'est le cœur, c'est l'humain. Et tu me parlais tout à l'heure d'ailleurs de votre état d'esprit zéro bullshit. Je trouvais ça intéressant, si tu peux le partager. Ouais, on considère que pour avoir votre confiance, pour avoir la confiance de l'utilisateur, le bullshit généralisé finit par te rattraper. C'est assez difficile de s'en sortir dans le long terme. Tu peux dire en 2013 ou en 2014 que de toute façon, tu ne sais pas si tu seras là 6 mois ou 1 an plus tard. Tu peux naturellement utiliser des voies un peu détournées pour dire que tu as quelques centaines de milliers d'utilisateurs. Mais ça marche déjà pas sur le long terme naturellement. Et puis, c'est pas la vision qu'on s'est fait. La vision qu'on s'est fait, c'est parler réellement d'un produit face à des gens qui nous font confiance pour gérer leur argent. L'argent aujourd'hui, c'est une des choses les plus sensibles. Je ne sais pas si c'est les plus importantes, mais en tout cas, c'est les plus sensibles pour les gens. C'est ton quotidien. Ton argent, tu dois nécessairement pouvoir l'utiliser quand on a envie. Ce qui n'est pas le cas forcément de beaucoup de processus chez les banques, notamment, où tu ne peux pas utiliser un certain montant d'argent quand tu le veux, quand tu veux. À 3 heures du matin, si tu veux virer 30 000 euros à quelqu'un parce qu'il te l'a demandé et que c'est l'heure à laquelle tu as décidé de le faire, tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu vas être bloqué par des procédures antifraude, etc. Nous, on veut faire en sorte que notre client ne soit jamais déçu sur ces processus-là, ou en tout cas le moins déçu possible. Et donc, l'obsession du service client et de la façon dont on le gère, c'est de s'assurer que à chaque demande ou à chaque remontée, elle soit traitée efficacement, le plus vite possible par rapport à une roadmap, par rapport à une vision qu'on a naturellement, mais on veut s'assurer qu'on réponde à un besoin qui est de plus en plus identifié, qui est celui de notre client, en permanence. L'importance de l'authenticité pour devenir une marque que les utilisateurs adorent. Et j'allais dire, y compris en interne. C'est-à-dire qu'on veut recruter, on veut parler à des gens qui sont un peu comme nous, qui n'ont pas besoin de faire de belles phrases, on n'a pas besoin de faire de grandes phrases pour exprimer un sujet. Le sujet « venez comme vous êtes » compte beaucoup chez nous. On veut s'entourer de personnes qui croient profondément au produit, et pour cela, il faut s'attacher à l'humain, il faut s'attacher à la sincérité des gens, parce que c'est comme ça que tu produis quelque chose qui va fonctionner naturellement, il n'est pas biaisé. D'ailleurs, avant la conclusion, tu parlais de l'interne. Vous utilisez Lydia un peu, de quelle manière, surtout à cette époque-là? Écoute, on utilise profondément Lydia. Alors, il y a tout un protocole de test qui fait que Lydia surchauffe tous les jours de 8h à 20h. On a des groupes de tests internes et externes. Les groupes de tests internes sont ceux qui, parmi les salariés, vont tester de nouvelles fonctionnalités. Après, on a l'usage quotidien qu'on a tous, vous et nous, évidemment, naturellement. Mais oui, il y a les protocoles de test internes, les protocoles de test externes avec des utilisateurs qui sont sélectionnés pour être en bêta sur certaines de nos fonctionnalités. On a des utilisations naturellement de la collecte, l'outil de cagnotte en ligne qui s'appelle Collect, qui permet pour des pots de départ, etc.,
quasiment pas de pot de départ chez Lydia, qui permet d'offrir un petit cadeau. Donc on a tout cet usage-là, à fond. Et puis avec nos utilisateurs en externe, naturellement, on se rend aussi dans des événements partenaires, donc des clients qui nous utilisent, des marchands, des plateformes, pour se rendre compte que le client que tu as signé peut-être à distance, en fait, qu'est-ce qu'il a à te dire, encore une fois, sur le plan de l'humain? Quel est son rapport à l'argent par rapport à toi dans tes bureaux? C'est important d'aller le voir et c'est important de le rencontrer. Et à ce sujet, il y a assez peu de chances que la visio, que Google Meet puisse remplacer le ressenti que tu as, au sens positif et négatif du terme, quand tu rencontres les personnes. Pour nous, c'est indispensable. On s'en inspire tous les jours. Ok, super. Et pour conclure, ton prochain passage de 0 à 1, ce serait lequel? Mon prochain passage de 0 à 1... Elle est brandée, cette question. Comment? Elle est brandée, cette question. Elle est brandée, ouais. Elle soutient le thème majeur. Non, le vrai passage, c'est de s'assurer que Lydia devienne à tous votre compte courant, votre prochain compte courant, que vous intégriez que ce compte courant, il est pensé autour de vous, autour de la relation que vous avez avec votre argent, que les fonctionnalités qu'on a lancées tout à fait récemment, les fonctionnalités d'image que tu peux rajouter à ta transaction, prendre en photo ton reçu pour savoir ce que tu as payé, pour aller chercher plus tard l'information quand on aura besoin, y ajouter de l'émotion en y ajoutant une photo. C'est le cœur de notre démarche aujourd'hui, et on pense qu'un compte courant humain, un compte courant qui répond vraiment aux besoins, sont des comptes courants qui vont s'attacher à ce que la relation que tu as avec ton argent soit la relation la plus fluide possible, la plus émotive possible. Voilà. Toujours le cœur de l'humain. Tu nous as parlé de photos, un peu de teasing sur de nouvelles fonctionnalités qui sont testées là, en interne. On a lancé récemment le trading. Donc vous pouvez trader avec Lydia sur tout un tas d'actions, d'ETF, etc. On a des choses qui arrivent dont on peut pas forcément parler. On travaille à l'acquisition d'une licence qui nous permettra d'étendre nos services. Voilà, donc c'est pas spécialement un secret, mais c'est un peu la vision dans les prochains mois. Ok, merci beaucoup Pierre. On arrive merci à la beaucoup. fin. Merci à tous. Merci à vous. Malgré la chaleur, très cool. Ouais. Merci à H7 pour l'événement, c'est grosse organisation. Je vous félicite, c'est super. Voilà. Merci à vous. On va boire un peu d'eau. Merci beaucoup.